Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire dédié à Parcoursup. Notre objectif, vous donner toutes les clés pour que cette étape se déroule sereinement. Ce soir, alors que vos enfants s'apprêtent à franchir le pas vers l'enseignement supérieur, vous êtes nombreux à vous questionner sur Parcoursup et à vous demander comment accompagner au mieux votre enfant. Choisir ses études, c'est un peu comme choisir son avenir. Nous sommes là pour vous aider à faire de ce moment une réussite. Ensemble, nous allons décrypter les étapes clés de cette plateforme, les incontournables à ne pas manquer et les spécificités à prendre en compte pour les jeunes en situation de handicap. Parce que nous savons que vous avez besoin de réponses et de conseils, nous avons de nouveau fait appel à Monsieur Teilhard, véritable expert de Parcoursup. Grâce à son expérience, il vous aidera à décrypter toutes les subtilités de la plateforme. L'appel, dans sa mission d'accompagnement, est là pour vous accompagner tout au long de ce parcours en essayant de répondre à toutes vos questions sur l'orientation, Parcoursup et bien d'autres sujets. Ensemble, nous allons lever toutes les difficultés et vous donner les clés pour accompagner votre enfant sereinement. Comme à l'accoutumée lors de nos webinaires, un espace de discussion est à votre disposition pour poser toutes vos questions. Je m'en ferai le relais auprès de Monsieur Teilhard. Une fois le webinaire terminé, vous pourrez le revoir à votre rythme grâce au replay qui sera mis à disposition sur le site internet de l'appel. Donc, je rappelle l'adresse est appel.fr. Merci Madame Coquelet. Bonsoir à toutes et tous, ravi de vous retrouver. Écoutez, moi je me sens plutôt serein. J'espère que je pourrai aussi répondre à la fin de la même manière à la fin de notre séquence. Ce que je vous propose, c'est que s'affiche un petit PowerPoint de présentation qui permettra de servir de fil rouge et qui vous sera évidemment communiqué par l'équipe de l'appel. Voilà, et ça va guider. Alors, on a prévu, rassurez-vous, à la fois un temps de présentation que je vais faire et puis un temps avec des pauses ménageant quelques questions de manière à recueillir les questions que vous vous posez. Voilà, ça apparaît de manière très claire. Merci beaucoup. Donc, d'abord, Parcoursup, voilà le message. Simplifiez vos démarches, une seule procédure, un seul dossier, un seul calendrier. Revenons, si on peut passer à la slide 1, voilà, sur les enjeux de Parcoursup. D'abord, qu'est-ce que c'est Parcoursup? Parcoursup, c'est d'abord la présentation sur une plateforme d'une offre de formation à la fois riche et diversifiée. On y retrouve près de 24 000 formations qui proposent à la fois les diplômes nationaux, les licences, les BTS, les bachelors universitaires de technologie, des diplômes d'État, du travail social, du métier d'infirmier par exemple, et puis des diplômes d'établissement validés par l'État. Je pense par exemple diplôme des IEP, diplôme d'école de commerce, d'ingénieur ou de management. On retrouve aussi dans cette diversité à la fois des formations, ce qu'on appelle sous statut étudiant, c'est-à-dire une formation dans laquelle le temps entier est consacré à l'apprentissage académique auprès d'un établissement de formation, et puis des formations, ce qu'on appelle en apprentissage, dans lequel on alterne entre formation d'apprentissage théorique dans un établissement de formation et formation pratique auprès d'un employeur. La priorité que l'on a sur Parcoursup, c'est de simplifier vos démarches. Une seule procédure, un seul dossier, un seul calendrier. Vous pouvez récupérer directement, c'est la petite affichette que l'on voit s'afficher à droite, Parcoursup 2025 en 3 étapes. Il est disponible sur le site parcoursup.gouv.fr pour tout savoir sur Parcoursup. Parcoursup, l'intérêt majeur, c'est d'avoir un cadre de présentation des formations unique pour trouver rapidement à la fois des informations essentielles pour connaître les chiffres clés. Et puis, notre enjeu à nous, vous voyez, je pense que certains d'entre vous sont allés sur des salons. Quand on va sur des salons, en tout cas moi ça m'arrive, je suis toujours un petit peu perdu par le fait que les couleurs sont différentes, les informations sont de nature variée. Sur Parcoursup, c'est toujours la même organisation. Mon enjeu pour vous aussi, c'est de vous donner quelques bons réflexes lorsque vous choisissez en tant que parent avec votre enfant un établissement de formation. Alors il y a le choix, je veux faire droit, je veux faire psycho, je veux faire ingénieur, mais il y a un autre choix qui est celui de l'établissement lui-même. Et je crois que ça vous intéresse au premier chef. Et nous avons mis en ligne sur le site parcoursup.gouv.fr, et les collègues de l'appel pourront vous le relayer, un petit livret, les bons réflexes, de vous manière pour vous dire quelles sont les formations qui sont sur Parcoursup, quels sont les engagements qu'elles prennent auprès de vous et quels sont, si vous choisissez d'aller en dehors de Parcoursup, les points de vigilance auxquels vous devez être attentif de manière à ne pas vous tromper. Parcoursup, c'est aussi un accompagnement personnalisé tout au long de la procédure. Les lycéens ne sont pas seuls pour réfléchir et faire leur choix.
On les accompagne au lycée en proximité avec les enseignants, professeurs principaux, avec les professionnels de l'orientation au sein du lycée, mais on les accompagne aussi via les professionnels de la plateforme avec un numéro vert dédié, j'y reviendrai tout à l'heure, que l'on peut appeler toute l'année, avec une présence très forte sur les réseaux sociaux Parcoursup, et puis aussi dans les académies avec une messagerie intégrée à Parcoursup qui s'appelle Contact et qui permet chaque année de nourrir cet échange. Donc les lycéens ne sont pas seuls, nous les accompagnons. Vous pourrez retrouver sur Parcoursup, pour chacune des étapes, des quiz, des vidéos et même un site d'entraînement avec des conseils de manière à vous accompagner tout au long de la procédure. Ça peut vous paraître complexe, et ça, je le comprends bien. Notre enjeu à nous, c'est que ça soit simple, parce que le seul choix, finalement, qui est celui qui doit être un petit peu plus complexe, c'est ce choix d'avoir le choix de formation. Où est-ce que je souhaite aller? Et moi, mon objectif, c'est que vous soyez libéré de la contrainte de ce qu'est le site pour vous concentrer sur la question la plus importante, qui est celle du choix d'orientation. Si on passe à la slide 2, dans nos engagements, il y a évidemment la question de la transparence. Transparence sur les critères qui sont ceux définis par les formations, parce qu'évidemment, je le précise, Parcoursup ne fait jamais l'analyse dans des candidatures. Ce n'est pas un algorithme de Parcoursup qui décide de l'affectation d'un lycéen. Ce sont bien des enseignants qui définissent des critères et qui ensuite les mettent en œuvre au regard du dossier des candidats. Parcoursup garantit aussi un droit à l'information. Lorsqu'un candidat n'est pas retenu sur la formation, un, il en est informé, et deux, il a le droit de poser des questions. Transparence, c'est aussi au niveau du profil des candidats qui sont admis, et c'est un élément d'appui pour réfléchir. On y reviendra tout à l'heure avec une nouvelle rubrique qui ouvrira le 18 décembre 2024, donc dans quelques jours maintenant, pour vous permettre de voir des informations très précises. J'y reviendrai avec quelques slides plus tard. Transparence aussi sur les taux de réussite et les perspectives d'insertion professionnelle. Notre objectif, c'est que 75% des formations qui sont sur Parcoursup puissent afficher des taux d'insertion de manière à vous renseigner sur le devenir des étudiants. Sont-ils en emploi? Sont-ils en poursuite d'études? Sont-ils dans une activité d'intérêt général? Voilà, tout cela, on vous le dira sur Parcoursup. Si on passe à la slide suivante, dans les engagements de Parcoursup, il y a aussi de vous permettre de choisir librement les formations qui vous intéressent. C'est très important lorsque les lycéens, vos enfants, auront à faire des vœux, au mois entre janvier et le mois de mars, j'y reviendrai après, ils n'ont pas à les classer. Ils n'ont pas à définir de préférence, de hiérarchie entre les vœux, ils les produisent librement. Vous choisissez par ailleurs ensuite les formations en fonction des propositions d'admission qui sont faites à partir du 2 juin, et c'est toujours le lycéen qui a le dernier mot. Alors je sais que vous avez peut-être entendu ici ou là en disant Parcoursup m'a affecté, Parcoursup m'a pas laissé le choix, Parcoursup a choisi pour moi. Tout cela, c'est des légendes urbaines. La réalité dans Parcoursup, c'est que le candidat se voit faire des propositions et c'est lui qui choisit. Il faut vraiment en être convaincu. Parcoursup, notre rôle est aussi de vous aider à anticiper, à comparer les formations entre elles, à participer aux journées portes ouvertes. Et vous verrez, il y a plusieurs outils sur la plateforme précisément pour vous aider à faire cela de manière simplifiée. Parcoursup, enfin, agit pour l'égalité d'accès et de réussite des étudiants avec des actions ciblées et volontaristes pour faciliter l'accès des lycéens boursiers aux formations du supérieur, pour faciliter l'accès des lycéens professionnels ou technologiques dans les BTS, dans les IUT, avec un levier, c'est celui de se dire affectons ces candidats dans les formations dans lesquelles ils réussissent le mieux. C'est ça qui nous importe. Parcoursup prend aussi en compte des situations particulières. Je pense aux candidats en situation de handicap. Il y aura peut-être des questions sur ce sujet et on pourra y revenir, ou des candidats sportifs de haut niveau qui sont dans des situations avec des besoins particuliers. Parcoursup promeut enfin le développement de parcours personnalisés à l'université pour favoriser la réussite des étudiants. Tout ce que l'on fait sur Parcoursup, c'est à la fois pour favoriser et améliorer les conditions d'une orientation éclairée, mais aussi pour favoriser la réussite des étudiants. Voilà pour l'instant ce que je vous ai présenté en termes de principes. On peut peut-être faire une première pause sur quelques questions qui vous intéressent. Merci beaucoup. En première question, on se pose la question de savoir comment Parcoursup prend en compte les bulletins des premières et terminales. Quels sont les éléments pris en compte, les notes, les commentaires? Est-ce que Alors, du coup... Pardon. J'y reviendrai un peu plus tard parce qu'on a une diapo qui est expressément consacrée à ce sujet, mais ayez en tête que
Parcoursup rassemble à peu près 40 millions de notes chaque année, qui sont des notes de première et de terminale, que vos lycées vont remonter de manière automatisée. Donc, ça n'est pas aux élèves de renseigner leurs notes. Tout cela est fait entre l'ensemble des lycées, les 4500 lycées en France, et puis Parcoursup. Par contre, les lycéens verront dans leur dossier Parcoursup les notes. Ils pourront vérifier que c'est bien les notes qu'ils ont eues, les mêmes qu'il y a dans le bulletin. C'est exactement ce principe-là qu'on retient. D'accord, donc c'est ce qui pour l'instant préoccupe nos parents, donc je vous laisse continuer votre présentation et on reviendra vers vous pour d'autres Voilà, questions. n'hésitez pas s'il y a des questions qui reviennent en fait sur le début, on est là pour ça. Alors, maintenant que vous avez à peu près compris quels étaient les engagements que nous prenions pour vous, voilà le calendrier de Parcoursup en 3 étapes. Je rappelle pour tout le monde, ce calendrier, il est présent directement sur le site parcoursup.gouv.fr. Vous le retrouvez en intégralité. D'abord, une première période qui est celle qui va s'achever bientôt, d'information, de découverte des formations, et qui aura un temps marqué, qui est le 18 décembre. Donc, on est le 10, non, le 11, je ne sais plus, le 10 aujourd'hui. Euh, voilà, le 10, c'est ça. C'est dans 8 jours exactement. Dans 8 jours, nous ouvrons la plateforme avec la mise à jour de l'offre de formation 2025. Le site Parcoursup est déjà ouvert aujourd'hui. Vous pouvez y aller sans code, sans mot de passe et le consulter, mais c'est l'offre de formation 2024. Les formations d'accueil sont en train de faire ce travail de paramétrage. Elles le terminent cette semaine et dès la semaine prochaine, nous présentons le résultat. Période importante, qui est celle qui s'ouvrira à partir du 15 janvier et qui ira jusqu'au 2 avril, qui est une période dans laquelle on formule des vœux, dans une période dans laquelle on complète son dossier jusqu'au 2 avril. Jeudi 13 mars, retenez cette date-là, dernier jour pour formuler des vœux. Et dans quelques jours, on mettra à votre disposition des outils pour vous importer directement dans votre agenda personnel le calendrier de Parcoursup de manière à rater aucune date. Enfin, dernière période, une fois que vos enfants ont finalisé leur dossier, eh bien, entre avril et le début du mois de juin, ce sont les formations qui vont organiser l'examen des candidatures à travers des commissions rassemblant les enseignants. Certaines formations, peut-être que vous avez déjà identifiées, peuvent organiser des oraux, des concours écrits. Tout cela se déroulera entre le mois d'avril et la fin du mois de mai. Et puis, à partir du lundi 2 juin 2025, début de la phase principale d'admission, qui se déroulera en 39 jours jusqu'au 10 juillet. Et dans cette phase-là, les candidats reçoivent des réponses aux vœux qu'ils ont formulés avant le mois de mars et décident s'ils souhaitent aller dans telle ou telle formation. On y reviendra, une petite nouveauté de cette année, pour accélérer le processus et permettre que la plus grande majorité des lycéens aient des propositions avant de passer les épreuves écrites. Une opération classement des vœux en attente. Alors, je rappelle pour tout le monde, on va se voir 3 fois dans l'année. Grâce aux collègues de l'APEL qui organisent ces rendez-vous, on aura le temps de rentrer dans le détail de chacune des étapes en bleu et en jaune. Aujourd'hui, on a un panorama d'ensemble de la procédure pour vous rassurer et pour que j'ai le maximum de voix dans la rubrique Je suis serein. Donc, si on passe à la slide suivante, qu'est-ce que ça veut dire s'inscrire sur Parcoursup à partir du 15 janvier? Très simple. À partir, je pense que ça sera le 13 janvier, nous enverrons un message à l'ensemble des lycéens sur leur adresse mail qu'ils avaient enregistrée au lycée au moment où ils se sont inscrits au baccalauréat. Et ils recevront un message qui leur permettra de se connecter finalement sur Parcoursup pour créer un dossier. Important à renseigner, un numéro de portable pour votre enfant, parce que ça permet de recevoir les alertes envoyées par la plateforme quand vous recevez une proposition d'admission à partir du mois de juin, ou quand il s'agit d'appeler sur un point d'attention auprès des lycéens. Pour s'inscrire sur Parcoursup, il faut un numéro, ce qu'on appelle l'identifiant national élève, qui est celui que tous les lycéens ont soit sur leur bulletin, sur le relevé de notes d'épreuve de baccalauréat. C'est l'INA pour les lycées agricoles, s'il y a des parents d'élèves scolarisés dans les lycées agricoles avec nous ce soir. Et puis pour les lycées français à l'étranger, là aussi il peut y avoir des familles qui sont connectées ce soir. Eh bien, c'est l'établissement qui fournira un identifiant qui sera celui du numéro Cyclade, numéro d'inscription au baccalauréat. Conseil très important auprès des parents, tuteurs légaux, vous pouvez également, dans le dossier de votre enfant, renseigner votre email et votre numéro de portable. Ça permettra que à chaque fois que j'envoie un message à votre enfant, vous recevrez simultanément le même message, le même alerte SMS. Je le dis, c'est très important pour notre sécurisation à tous.
Plus vous vous sentez sécurisé, plus moi je le suis également. L'objectif, c'est quoi? Quand on envoie des alertes, je vous donne un exemple très concret. Quand on envoie une proposition d'admission à partir du 2 juin, il y a un délai pour répondre. Eh bien, dès qu'on envoie une proposition d'admission, il y a une petite alerte SMS qui est faite à l'élève. Si vous avez inscrit vos coordonnées, vous recevrez la même alerte, qui vous renseignera aussi sur la date limite à respecter. Je crois que c'est un moyen de sécurisation au sein de la famille. Après, vous mettez un post-it sur la porte d'entrée, sur la table du séjour ou encore ailleurs. Ça, c'est votre affaire, mais moi, vraiment, je vous encourage à le faire. Rassurez-vous, ces données que nous collectons, elles ne sont communiquées à personne d'autre. C'est votre propriété personnelle et j'en suis garant. Une fois qu'on a passé le stade de l'inscription, arrive la question euh, euh, comment faire des vœux? Quels sont d'abord les bons réflexes si on veut, avant de formuler des vœux, finalement, pour se renseigner? Deux sites que je vous signale. D'abord, la plateforme Avenir portée par l'ONICEP, qui est une plateforme d'information. Vous retrouvez énormément d'informations sur les filières, les formations, les métiers. Et il y a tout un nouvel environnement pour aider les professeurs à accompagner les élèves pour leur orientation. Élèves de seconde, de première ou de terminale. Vous pouvez là aussi consulter le site parcoursup.gouv.fr. J'en ai déjà parlé. On y retrouve une carte des formations. Ça, c'est ce que vous allez le site, si vous allez aujourd'hui voir la carte des formations, pour découvrir toutes les formations du supérieur. Vous pouvez également enregistrer des favoris, un peu comme sur les sites que vous avez, que vos adolescents ont l'habitude d'utiliser. Vous pourrez comparer les formations, il y a un petit comparateur. Et puis, vous pouvez trouver des contacts, repérer les dates des journées portes ouvertes. Voilà, ce site a plein de ressources qui vous permettent de les utiliser. Donc, ce bon réflexe, c'est de s'informer pour une raison toute simple. Vous savez, il y a un proverbe qui dit que, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. C'est la même chose pour Parcoursup, c'est-à-dire qu'il y a énormément de formations qui peuvent conduire à un même environnement professionnel. Souvent, vos enfants, et peut-être même vous-même, pensez que à chaque métier correspond à un type de formation. La réalité, c'est qu'avec Parcoursup, on a l'occasion de découvrir des formations. On vous suggérera des formations similaires à celles que vous recherchez, précisément parce que ce temps de consultation est un temps que l'on souhaite finalement d'ouverture des chakras. Vous voyez, le moyen de vous renseigner, de partir sans a priori, et vous pouvez, à travers les contacts que l'on vous donne ou les journées portes ouvertes, vérifier si cette formation intéresse ou pas votre enfant. Deuxième bon réflexe, si on quitte cette slide, c'est échanger et se préparer. Échanger, nous aurons l'occasion de mettre à disposition d'ici le 18 décembre le calendrier des lives Parcoursup 2025 que nous allons organiser. Au total, une trentaine de lives. Je l'ai dit, nous en avons 3 avec l'appel que je remercie pour cette organisation-là, qui seront là pour vous accompagner toute la procédure. Mais nous organisons des lives avec de la presse quotidienne régionale, avec des thématiques, parfois comment on devient un pharmacien, comment on devient un infirmier. Voilà, tous ces calendriers de live seront présents sur le site Parcoursup. Il y en a un dédié, je le signale tout de suite d'ores et déjà, qui sera dédié à l'accompagnement des étudiants en situation de handicap. Ça me paraît extrêmement important que tous les parents qui sont concernés puissent y participer. Échanger aussi pour se préparer, c'est à la fois échanger dans le lycée avec le professeur principal, les personnels d'orientation, échanger avec les responsables de formation, vous trouvez leurs coordonnées avec des étudiants ambassadeurs lors des journées portes ouvertes ou des salons de conférences thématiques. Moi, je retiens toujours un principe, c'est que il n'y a pas de questions idiotes et que c'est trop bête de rester tout seul avec sa question. N'hésitez pas à le poser. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vous donner tous les outils pour pouvoir poser les questions aux bons interlocuteurs. Préparez-vous aussi avec les outils qui seront sur Parcoursup. Vous verrez des quiz, des vidéos tutos, une FAQ extrêmement riche avec un moteur de recherche qui permettra d'identifier les bonnes questions que vous souhaitez. Et puis, sans doute qu'à partir du mois de janvier ou un peu après, on mettra un site d'entraînement à la phase d'admission. Quel est l'objectif de ce site d'entraînement? Vous permettre de tester exactement comme dans un simulateur. Voilà comment ça fonctionne Parcoursup. Finalement, c'est très simple, et ce qu'on veut, c'est vous montrer que c'est très simple pour que, et finalement, vous fassiez vous-même des tests avec des situations fictives. On l'a mis en place depuis l'an dernier et on a eu des retours extrêmement satisfaits parce que les parents et puis les lycéens ont trouvé que finalement, c'était plutôt simple. Vous savez, dans les vidéos, parfois, on ouvre une porte et on tombe dans un trou.
Sur Parcoursup, ça n'existe pas. À chaque fois qu'il y a des propositions, qu'on vous pose des questions, bien, il y a un processus pour vérifier est-ce que c'est bien ce que vous avez voulu nous dire. Donc voilà, nous sommes là pour accompagner, pour que ça se passe bien avec vous tous. On a évoqué le calendrier, on a évoqué les bons réflexes. Maintenant, on va finalement, si je veux faire des vœux, il faut déjà un petit peu connaître quels sont les types de formations qu'on va retrouver sur Parcoursup. Je l'ai évoqué, soit des diplômes nationaux, soit des titres ou diplômes d'établissement. Dans les catégories des formations sous statut étudiant, je le redis, les formations sous statut étudiant, ce sont les formations dans lesquelles on passe la totalité de son temps dans un établissement de formation académique. On y retrouve deux types de formations. D'abord, et je vais revenir ensuite sur la distinction de ce vocabulaire. Première catégorie, ce qu'on appelle les formations dites non sélectives. Ce sont les différentes licences à l'université, les parcours au professorat des écoles et puis les parcours d'accès santé, ce qu'on appelle les PASS. Et puis, vous retrouvez ensuite sur Parcoursup des formations, ce qu'on appelle sélectives, qui rassemblent, c'est le plus grand nombre de formations, même si la première catégorie a plus de places à proposer que la seconde, mais on y retrouve les classes prépa, BTS, des formations paramédicales, du travail social, les instituts d'études politiques, écoles vétérinaires, formation de la culture, du sport, de l'art, énormément de formations différentes. Alors, qu'est-ce que veut dire cette terminologie non sélective ou sélective? Eh bien, une formation non sélective, ça veut dire que dans cette formation-là, elle est obligée de remplir jusqu'à la limite de sa capacité d'accueil. Ça veut dire qu'elle a 35 places, elle ne peut pas interrompre son processus tant qu'elle n'a pas rempli ses 35 places. Une formation dite sélective, à la différence, elle peut avoir 35 places, mais si elle estime que les dossiers qui lui ont été présentés ne permettent pas de remplir 35 places, eh bien, elle peut rester en dessous de sa capacité d'accueil. Alors, je vais essayer d'aller plus loin maintenant qu'on a déjà commencé à appréhender ce vocabulaire. Une formation non sélective, pour autant, elle est limitée par sa capacité d'accueil. Elle peut être en tension. Je vais vous donner un exemple. Parmi les formations les plus demandées sur Parcoursup, la licence de droit à Paris 1, Sorbonne à Paris, cette formation-là, elle a bien plus de candidats qu'elle n'a de place. Elle est en tension, même si elle est non sélective. Mais par contre, tant qu'il lui reste des places, elle doit faire des propositions aux candidats. C'est ça la distinction. Deuxième grande catégorie de formation sur Parcoursup, ce qu'on appelle les formations sous statut d'apprenti. Je le redisais, c'est lorsqu'on alterne un temps de formation académique dans un établissement de formation qui s'appelle un centre de formation des apprentis, et puis un temps directement auprès des employeurs. Ça peut être un employeur privé, ça peut être un service public, mais en tout état de cause, c'est un employeur. L'apprentissage s'est beaucoup développé. On retrouve dans des formations de Parcoursup, principalement sur les BTS, mais on en retrouve aussi dans les bachelors universitaires de technologie proposés par les IUT. On les retrouve dans certains DUST, je pense notamment les DUST préparateurs en pharmacie, ou dans quelques licences. De toute façon, sur Parcoursup, vous retrouvez ces moyens et à travers le moteur de recherche de Parcoursup, vous avez le moyen de filtrer. Je ne suis intéressé que par des formations sous statut étudiant. Je ne suis intéressé que par des formations ou statut apprenti. Je ne suis intéressé que par des licences. Qui plus est, des licences qui ne soient que publiques. Je ne suis intéressé que par des classes prépa. Vous avez un filtre et un moteur de recherche qui vous permet de distinguer des choix thématiques, des choix géographiques. C'est vous qui avez la main ensuite pour faire vos sélections et retrouver les formations qui vous intéressent. Une fois passé cette étape de présentation des formations, voilà, un petit focus sur une des nouveautés de cette année. Je l'ai évoqué, notre objectif, c'est de permettre aux parents d'identifier rapidement des éléments importants comme le statut de l'établissement, décidément. Est-ce que c'est un établissement public, un établissement privé avec un contrat avec l'État ou un établissement privé sans contrat avec l'État? Vous pouvez identifier rapidement est-ce que la formation est sélective ou non sélective? Quels sont les nombres de places proposées? Y a-t-il un label porté par le ministère de l'Enseignement supérieur? Ou encore, cette formation permet-elle de solliciter des bourses sur critères sociaux de l'enseignement supérieur? Toutes ces informations, vous les retrouverez sur la carte d'identité de la formation qui sera une forme de bandeau transversal
sur les fiches formation de Parcoursup. C'est une nouveauté de cette année pour vous permettre d'identifier rapidement ce qui vous intéresse. On retrouve évidemment aussi sur Parcoursup la formation sur les frais de scolarité, le règlement de la CVEC. Voilà, toutes ces informations, vous les retrouvez, mais je voulais faire un petit focus sur cette information-là. Si on change de diapo, excusez-moi, on retrouve ce qu'on appelle la fiche de formation sur Parcoursup. Une fois que vous avez identifié une formation qui vous intéresse à travers la carte des formations, eh bien, vous avez la possibilité d'accéder à ce qu'on appelle la fiche formation. Vous verrez, il y a une présentation uniforme de toutes ces fiches formation. L'objectif, c'est de vous apporter des informations qui soient claires, qui soient riches et qui soient utiles pour vous. On y retrouve des informations sur le contenu des formations et les débouchés. Évidemment, les enseignements, les options proposées, le nombre de places. Des informations aussi sur la localisation. Toutes les formations sur Parcoursup sont géolocalisées de manière à ce que vous sachiez exactement où se déroule la formation. On y retrouve des informations pour les candidats en situation de handicap, des contacts et des responsables de formation. Si vous voulez interroger sur une dimension pédagogique, sur une dimension administrative. Et puis, en 2025, on apportera des informations plus riches sur les taux de réussite et d'insertion professionnelle. J'y reviendrai juste après. On trouve aussi des informations sur les critères et les modalités de candidature. La liste des critères, vous verrez, je vous montrerai une illustration de comment ça se présente. Et puis, quelles sont les modalités de sélection? Je l'ai évoqué tout à l'heure, certaines formations font des écrits, des oraux. Vous retrouverez aussi des conseils des enseignants du supérieur sur la manière d'élaborer sa candidature. Enfin, lorsqu'une formation a décidé d'avoir une action volontariste pour accueillir des lycéens en cordée de la réussite, cela sera indiqué sur la fiche formation Parcoursup. Et puis, dernière étape, des informations plus riches que nous faisons cette année, que nous vous proposons, pour essayer d'identifier finalement quelles sont les formations sur lesquelles des candidats qui ont le même profil que le mien ont pu recevoir des propositions. Voilà, ce sont des informations nouvelles. Donc, retenez la fiche de formation, c'est la base du recueil de toutes les informations que nous vous communiquons. On va rentrer maintenant dans le détail pour venir sur la question des critères. Vous savez que c'est toujours une question importante. Alors là, vous voyez, on est sur une fiche de formation type. Vous voyez, il y a 6 onglets qui sont en haut. Ils sont toujours les mêmes, quelles que soient les formations. Et là, on est dans l'onglet « Comprendre les critères d'analyse des candidatures ». Et vous voyez en haut, vous avez une présentation, comment dire, globale, synthétique de l'ensemble des critères, avec combien de pourcents sont consacrés à la question des résultats scolaires, aux méthodes de travail, au savoir-faire, voire même à l'engagement exprimé. Et puis, vous avez une rubrique de conseils aux candidats, et vous le voyez tout en bas, il y a la dimension détaillée, voilà, on le voit encore mieux maintenant, le détail de la grille d'analyse des critères, avec, là, on a donné le détail des résultats qui intéressent, et on voit que la formation, ben, c'est les résultats en français, histoire géo et philosophie qui l'intéressent par rapport à cette formation. Et on a vu, il y a 4 petits points, elle considère que ces résultats scolaires sont absolument essentiels dans son analyse. Cette rubrique d'analyse des critères des candidatures, elle est à la fois donc globale, avec un pourcentage sur 100 des différents éléments pris en compte, et puis détaillée. La rubrique conseil, elle est là aussi pour guider sur la manière de faire son dossier. Et puis enfin, dans la fin de cette rubrique, eh bien, à partir de cette année, vous pourrez identifier des rapports d'analyse des candidatures qui ont été ceux remplis par les formations. Il y en aura à peu près sur 19 000 formations, des rapports très complets avec des informations statistiques si vous souhaitez le voir. Pour ceux qui s'étaient habitués, parce que certains d'entre vous en sont peut-être à leur deuxième, troisième, j'ai même eu quelqu'un une fois qui avait eu 4 enfants sur Parcoursup. Alors, je ne décerne pas de médaille, mais en tout cas, je tire mon coup de chapeau. Ça reste quelqu'un avec qui je suis en relation, donc c'est plutôt bon signe. Il y avait une rubrique auparavant, informations sur les parcours d'études au lycée. Nous l'avons supprimée cette année parce que nous affichons de nouvelles informations qu'on va voir juste sur la slide suivante. Voilà. 2 slides que je vais essayer de commenter, mais que vous verrez pour chacune des formations à partir du 18 décembre, donc dans 8 jours. D'abord des informations globales avec des chiffres globaux d'accès à la formation qui ont été calculés à la fin de la phase principale. Combien de candidats
avaient formulé des vœux, combien ont été classés, combien ont décidé d'accepter et donc d'intégrer la formation. Tous ces chiffres-là, globaux, vous pourrez les décliner pour chaque série de baccalauréat. Bac général, bac technologique, bac professionnel. Chacun peut finalement voir le profil qui l'intéresse. Nous donnerons ainsi accès au taux d'accès par série de baccalauréat. Qu'est-ce que le taux d'accès? C'est une information importante. Elle permet d'identifier si une formation est très sélective, très demandée, ou une formation a accueilli tous les candidats. Lorsque vous avez un taux d'accès qui est de l'ordre de 100%, ça veut dire que tous les candidats qui avaient formulé un vœu ont reçu une proposition d'admission. Si vous avez évidemment à l'inverse un taux d'accès qui est de l'ordre de 7%, eh bien ça vous dit que c'est une formation pour laquelle il y a évidemment une tension, ça doit vous guider au moment où vous faites des vœux. Rassurez-vous, au-delà de cette présentation et de ce que vous retrouverez sur le site à partir du 18 décembre, nous avons prévu avec mes collègues une petite vidéo qui sera dans l'espace ressources sur parcoursup.gouv.fr, qui sera là pour vous aider, vous accompagner et vous permettre d'interpréter correctement les données que nous communiquons. Deuxième slide, parce qu'elle permet de répondre, c'est une vraie nouveauté de cette année 2025, permet d'afficher des données, si on peut être sur la slide suivante, permettre voilà, des données. Là, vous voyez une vision un peu panoramique, mais à partir du 18 décembre, tous ces éléments-là seront affichés pour chacune des formations que vous consulterez. Pour vous donner à peu près ce que l'on voit sur ces écrans, c'est vous avez la possibilité, chaque lycéen pourra interroger finalement avec une visibilité sur les résultats des 3 dernières sessions, c'est-à-dire la session 2022, 2023 et 2024. Eh bien, quelles ont été les possibilités d'accès d'un candidat qui avait fait tel ou tel type d'enseignement de spécialité et qui avait tel niveau de moyenne générale? Vous voyez bien qu'à partir des données, en renseignant, voilà la série de bac dans laquelle je suis, voilà les enseignements de spécialité qui m'intéressent, voilà le niveau de moyenne que j'estime, eh bien vous aurez, c'est ce qu'on a dans le bandeau central, un résultat qui vous permettra d'identifier, voilà, pour tel type de profil, les candidats ont reçu plus ou moins de propositions, rarement, occasionnellement, très régulièrement, voire même à plus de 80%. Et avec toujours des conseils que nous accompagnons en disant, c'est pas parce que vous avez eu cette information que ça va vous empêcher de diversifier vos vœux. Allez regarder les critères dans le détail. Mais je crois que c'est une information pour vous aider, pour consulter les critères des formations, mais vous dire, voilà, quand on a mon profil, est-ce qu'il y a des perspectives d'avoir des propositions d'admission dans cette formation? Et je crois que le fait d'avoir ajouté à la fois les éléments de moyenne générale, mais aussi des éléments de choix de spécialité, est une question qui est permanente au lycée et que se posent tous les parents. Je le précise, ce ne sont pas que les enseignements de spécialité quand on est dans la voie générale. On peut faire la même chose quand on est en série technologique, où on indique le nom de sa série, ou alors quand on est en bac professionnel, où on peut indiquer le nom de la spécialité que l'on a choisie. Enfin, tout à droite, ce sont des données qui se représenteront comme celle-ci dorénavant, et dans laquelle vous pourrez identifier quel est le profil des lycéens de terminale qui, sur les 3 dernières années, ont choisi d'accepter cette formation, c'est-à-dire de l'intégrer. Et là aussi, vous pourrez voir à la fois des éléments en termes de moyenne, voilà, quelle était la moyenne, comment se répartissaient les candidats, et puis vous pourrez voir quelles étaient leurs doublettes de spécialité. Là, c'est parce que j'ai pris un exemple du bac général, mais si c'était un exemple de bac pro, on pourra voir les différentes spécialités dans l'ordre croissant, c'est-à-dire qu'on affiche toutes les données, et l'objectif, c'est de permettre de voir, enfin, de se sentir à l'aise par rapport à son profil. Toutes ces données, ça n'est pas de la prévision pour l'avenir, j'y insiste, mais par contre, c'est un élément d'éclairage qui peut vous être très utile dans votre réflexion. Et il faut toujours garder à l'esprit 2 principes. Un, ne jamais oublier d'aller consulter les critères, on l'a vu dans la slide suivante, les critères spécifiques, ce qu'attendent précisément tel ou tel type de formation. Hop, si on peut rester juste sur la précédente, encore quelques secondes. Et puis, merci. Et puis, diversifier vos vœux. D'une manière générale, il faut arriver à faire des vœux qui sont un mélange de vœux d'ambition et il faut être ambitieux. Moi, vraiment, je l'encourage. Il faut éviter de s'auto-censurer, de faire des vœux de raison et puis faire des vœux de précaution. Je crois que c'est un équilibre. Vous savez, là aussi, un proverbe qui dit qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. C'est exactement la même chose avec les vœux Parcoursup. Il faut arriver à trouver un panier raisonnable des vœux que vous pourrez formuler
Donc voilà, ce sont des nouvelles interfaces. Si vous allez sur le site aujourd'hui, vous ne les verrez pas parce que ça, ce sont le site de production de travail que j'utilise avec mes collègues. Mais toutes ces informations seront disponibles à compter du 18 décembre. Et je crois que c'est un pas important. Et ça répondait. Et je voudrais le dire parce que je crois que c'est important. Les visuels que nous affichons là, ce ne sont pas des visuels qu'on a travaillés, qu'on a produits par hasard. Nous avons engagé depuis plus d'un an une démarche de consultation des lycéens et peut-être qu'il y a des parents de lycéens qui étaient inscrits en terminale l'an dernier se rappelleront qu'au mois de mai, nous avons consulté les 645 000 lycéens de Parcoursup pour leur donner à voir des esquisses de visuels tels que nous les montrons là, pour recueillir leurs témoignages, recueillir leurs impressions, tester les terminologies que nous avons utilisées. L'objectif, c'est d'être le plus concret, le plus utile, le plus clair pour les lycéens. Et j'en remercie d'ailleurs publiquement les fédérations de parents d'élèves et en particulier l'Appel. Nous les avons aussi sollicités en amont, nous leur avons montré ce que l'on testait, nous leur avons fait un rendu compte du travail que nous avons effectué auprès des lycéens pour essayer d'être au plus juste par rapport à leur centre d'intérêt et leur questionnement. Dernière slide, peut-être que je veux montrer là sur des nouvelles interfaces, c'est celle qui concerne une rubrique qui s'appelle Poursuivre ses études et connaître les débouchés, pardon. Une rubrique qui est dédiée à l'information donc sur la poursuite d'études et l'insertion professionnelle des étudiants. Nous affichons des informations sur la réussite, c'est le service statistique ministériel qui le produit. Et nouveauté sur Parcoursup 2025, nous afficherons des informations sur le devenir des étudiants, leur insertion professionnelle. Sont-ils en poursuite d'études? Sont-ils en emploi? Sont-ils dans une autre type d'activité? Nous afficherons ces données qui étaient jusqu'à présent réservées au BTS et à quelques licences professionnelles. Nous les étendrons cette année aux licences générales, aux BTS agricoles, aux écoles d'ingénieurs, de commerce et de management. Nous estimons que de l'ordre de 75% des formations sur Parcoursup auront des statistiques affichées en termes d'insertion. Je crois que c'est important. Et deuxième élément que je voulais vous indiquer, ce ne sont pas des statistiques d'insertion qui sont produites par les établissements eux-mêmes. Ce sont des statistiques nationales qui sont travaillées par les services statistiques ministériels, donc qui présentent un garantie de fiabilité et d'objectivité. Si pour une formation, il n'y avait pas d'information, c'est parce que soit c'est une formation nouvelle, soit c'est une formation pour laquelle nous ne disposons pas d'informations sur les statistiques d'insertion, soit même c'est une formation dans laquelle il y a un trop petit nombre d'étudiants, de sorte qu'il n'y a pas de vérité statistique, ou en tout cas de pertinence statistique à afficher ces informations. En tout cas, voilà en résumé deux rubriques de Parcoursup que vous allez sans doute abondamment utiliser. La première rubrique, visualiser les chiffres d'accès à la formation avec tous ces éléments sur les parcours des lycéens au cours des 3 dernières années. Qui sont ceux qui ont reçu des propositions? Qui sont ceux qui ont été admis? Et puis cette rubrique sur l'insertion. Peut-être un petit résumé sur la slide suivante. Encore 2-3 slides avant de reprendre. Ah ben non, nous avons des questions, c'était le bon moment pour reprendre notre souffle. Voilà, n'hésitez pas, Madame Coquelet. Mais déjà, grand merci, un grand merci à vous, Monsieur Teilhard, et à l'ensemble de votre équipe, puisqu'on a déjà des retours très positifs de cette évolution. Parce qu'on a des parents, effectivement, c'est pas leur première fois sur Parcoursup, et ils vous remercient vraiment pour l'évolution, et au nom vraiment de l'équipe de l'Appel aussi, parce qu'on a effectivement été associés à vos démarches. Donc encore un grand merci pour ça. Moi, j'ai quelques questions, si on revient un petit peu en arrière, à propos des élèves porteurs de handicap, à savoir comment sont gérés donc du coup les PAP et tous les dispositifs d'aide sur Parcoursup. Très bien. Alors, première question qui est une question de principe, c'est que sur Parcoursup, on n'est pas obligé de déclarer une situation de handicap. Je crois que c'est important. Ce que je connais sur Parcoursup, ce sont des lycéens qui ont envie de devenir des étudiants. On n'est jamais obligé de déclarer une situation de handicap. Je vous le dis d'autant plus que moi-même, je suis en situation de handicap. Et voilà, je ne l'ai pas déclaré quand j'ai fait mes études. Et voilà, et c'était mon choix. Donc chacun peut avoir un choix personnel. 2, sur Parcoursup, vous retrouverez toujours un contact d'un référent handicap. Pour chacune des formations, il y a un référent handicap. N'hésitez pas à le contacter.
parce qu'ils peuvent vous renseigner sur les conditions d'aménagement d'études, par exemple, dans la formation qu'ils proposent. Troisième élément, on a la possibilité, mais encore une fois, c'est facultatif, on peut, si on le souhaite, remplir ce qu'on appelle une fiche de liaison sur Parcoursup. Elle sera proposée dans le dossier Parcoursup à partir du 15 janvier. Et on peut remplir cette fiche de liaison pour renseigner précisément ce que vous avez évoqué, Madame Coquelet, quels sont les dispositifs dont j'ai pu bénéficier quand j'étais au lycée, de manière à ce que ça serve finalement pour l'établissement dans lequel je vais m'inscrire. Alors, point très important que je signale, toutes ces informations personnelles que vous communiquerez là, elles ne seront pas transmises aux formations pour examiner les candidatures. C'est des informations que nous gardons dans votre dossier Parcoursup. On ne les communique pas, tout simplement parce qu'il est interdit par la loi de faire une discrimination en fonction de la connaissance d'une situation de handicap. Troisième élément, à partir du moment où votre enfant choisit une formation et veut aller dans un établissement, il aura la possibilité de demander précisément à Parcoursup de transmettre automatiquement au référent handicap de la formation les informations que vous avez consignées dans cette fiche de liaison. L'objectif, c'est quoi? C'est de permettre que vous puissiez anticiper dans un dialogue avec le référent la rentrée. Ne pas attendre le dernier moment pour finalement savoir quel type d'aménagement j'aurai en fonction de mon type de handicap. Nous avons revu la fiche de liaison parce que vous m'avez dit qu'il y avait des parents qui n'en étaient pas à leur première saison Parcoursup. Merci à eux de revenir. Nous avons refait la fiche de liaison cette année en travaillant avec des associations de parents d'enfants en situation de handicap. Je pense notamment à l'association au droit au savoir que peut-être certains d'entre vous connaissent. Nous avons travaillé avec des établissements post-bac pour vraiment que cette fiche de liaison soit le plus adaptée. Et je le précise, alors j'ai plus la date en tête, mais cette date figurera dans un calendrier qu'évidemment on transmettra aux collègues de l'appel pour qu'ils puissent vous le relayer. Eh bien, nous aurons un calendrier, une session de webinaire dédiée à la question de la prise en charge du handicap, la manière dont on accompagne les élèves en situation de handicap, et finalement répondre à des questions très concrètes. Est-ce que je dis ou je ne dis pas? Et si je dis, qu'est-ce que je dis de ma situation personnelle? Parfait, merci beaucoup. Effectivement, ce fera le relais de ces webinaires pour que chacun puisse avoir toutes les informations. D'autres questions autour des notes et de leur prise en charge dans Parcoursup. On sait qu'il y a des établissements qui notent de façon sévère, d'autres moins. Comment vous les prenez en compte dans Parcoursup? Alors, c'est une bonne question. Je me disais, il est 19h18, j'ai toujours pas eu la question. Comment ça se fait? Alors, je vais vous dire, parce qu'on est dans l'intimité, là, on est entre nous. Moi, j'ai mon neveu sur Parcoursup et j'ai ma sœur qui m'a posé la même question. Donc, vous voyez, je suis soumis à la question et au-delà de vous répondre, je lui réponds aussi à elle directement. Et la qualité de ma réponse fera la qualité du Noël que je passerai cette année. Je crois qu'il faut vraiment être serein par rapport à cette question. Je précise que dans le dossier Parcoursup, il y a l'indication du lycée dans lequel est l'élève. Voilà. Moi, je me rassure aussi en disant, écoutez, ça fait plus de 8 ans, enfin maintenant 8 ans que Parcoursup existe. Si vraiment on voyait des situations dans lesquelles des très bons lycées qui notent de manière sévère, enfin, disons-le comme ça, se voyaient complètement pénalisés sur Parcoursup, croyez-moi, ça se saurait depuis longtemps. La réalité, c'est qu'il y a certaines formations qui tempère ces questions de différence de notation qu'elle voit et qu'elle constate entre les établissements. Et puis, il y a d'autres formations qui ne le prennent pas en compte, mais moi, je ne vois pas de différence dans l'affectation globale. En tout cas, il n'est pas autorisé à une formation de dire je prends les élèves de tel lycée, je ne prends pas les élèves qui viennent de ce lycée. Et je crois qu'il faut se rassurer aussi par d'autres éléments. D'une manière générale, 94% des élèves reçoivent une ou plusieurs propositions. En moyenne, ils en reçoivent presque 6 sur Parcoursup. Donc, vous voyez, il y a largement des propositions pour satisfaire tous les élèves. Et puis, je crois, parce que moi aussi j'ai été élève, c'est pas tant des fois la question du lycée, c'est des fois les questions de notation entre enseignants au sein d'un même lycée. Nous l'avons tous connu en tant qu'élève, vous l'avez connu peut-être pour vos enfants aussi. Et le travail que conduit le ministère de l'Éducation nationale, et qui est un travail ambitieux, mais important, c'est celui d'essayer d'avoir une harmonisation sur les conditions de notation. Parce que certains lycées qui notent sévère se disent je note sévère pour vous préparer à une future classe préparatoire. D'autres qui notent peut-être ne savent pas, qui notent d'ailleurs de manière plus large. Donc, le ministère de l'Éducation nationale a engagé un travail
à la fois avec ce qu'on appelle le contrat d'évaluation ou projet d'évaluation d'établissement, de manière à harmoniser les questions de notation. Il y a sans doute encore un travail à faire, mais c'est un travail qui est important, puis qui doit mobiliser, qui doit associer les enseignants eux-mêmes. Mais en tout cas, moi, je tiens à rassurer les parents sur cette situation-là. Vous n'êtes pas pénalisés parce que vous venez de tel ou tel lycée. Parfait, merci beaucoup. Et justement, en parlant d'harmonisation, à dossier équivalent, est-ce que on donne une priorité aux étudiants au niveau géographique lorsqu'ils présentent leurs vœux? Alors, Est-ce qu'à dossier équivalent, c'est comment une ça se question. passe? Alors, euh, je le précise, alors on y reviendra dans notre deuxième temps d'échange qui sera à la fin du mois de janvier, si je ne me trompe pas, ou quelque chose comme ça. Mais là, déjà, pour répondre à cette question précise, lorsque vous faites des vœux sur des formations dites sélectives, il n'y a pas d'appréciation géographique, pas de priorité géographique. Finalement, on peut accéder à une classe préparatoire ou un BTS, quel que soit l'endroit d'où on vient en France. Deuxième situation pour laquelle il y a une priorité géographique, c'est la situation des formations de licence à l'université. Pour ces formations-là, il y a un taux de priorité qui est donné aux élèves qui résident dans le secteur, ce qu'on appelle le secteur. Le secteur, dans l'essentiel des cas, c'est l'académie. Je donne un exemple. Vous êtes de l'académie de Bordeaux, eh bien, vous résidez dans cette académie, vous êtes prioritaire pour accéder aux licences de cette académie. Vous n'êtes pas prioritaire pour accéder aux licences de l'académie d'Aix-Marseille ou l'académie de Strasbourg. Ça ne vous interdit pas de candidater, évidemment pas, mais par contre, vous savez qu'il y a une priorité. Donc, à dossier équivalent, eh bien, il y aura une priorité donnée à celui qui réside. Deux petites incises, ou même trois. Allez, euh, un, il y a parfois des géographies du secteur particulières. Le meilleur exemple, c'est le secteur de l'Île-de-France, pour lequel, euh, euh, en Île-de-France, que vous habitiez dans l'académie de Versailles, de Créteil ou de Paris, vous êtes de la même manière prioritaire pour accéder à toutes les universités de l'Île-de-France. Donc, pas de distinction en fonction du périphérique, selon que vous êtes plus ou moins de tel ou tel côté du périphérique. Vous voyez ce que je parle. Deuxième situation de situation géographique particulière, je vais donner un exemple connu par tout le monde. Vous savez, il y a le fameux pont d'Avignon, celui qui s'est brisé. Eh bien, vous avez des élèves du côté du pont d'Avignon qui sont sur Avignon, ils sont évidemment prioritaires pour aller à l'université de leur ville. Mais les élèves qui sont en face du pont d'Avignon, c'est-à-dire qui sont dans le Gard et qui normalement sont prioritaires pour aller aux universités à Nîmes ou à Montpellier, eh bien, le recteur a décidé d'avoir une géographie particulière pour tenir compte de la résidence des élèves. Ça serait trop dommage que ces élèves qui voient presque l'université en ouvrant leur volet ne puissent pas y aller et être prioritaires comme les autres qui sont juste de l'autre côté du Rhône. Voilà une situation particulière. Troisième, j'avais évoqué 3 points. Les élèves, mais parce qu'il y a parmi nous peut-être ce soir des familles des lycées français à l'étranger. Lorsqu'on vient d'un lycée français à l'étranger, on est évidemment prioritaire dans toutes les académies de France, au même titre que ceux qui résident dans tel ou tel secteur, parce que par construction, comme on en est à l'étranger et qu'on souhaite revenir étudier dans le supérieur en France, on n'a pas d'académie ou d'université en proximité. Voilà ces situations pour répondre à la question que vous m'avez posée. Merci beaucoup. Quelques questions aussi pratico-pratiques. On a une question autour, est-ce qu'il y a un accès parent où on est bien d'accord que du coup c'est sur la fiche de l'élève qu'il faut renseigner numéro de téléphone et Exactement. adresse C'est du parent? important, c'est important ce que vous dites parce que en fait, Parcoursup, c'est la première démarche en autonomie de votre enfant. Je sais que vous y êtes aussi sensible à l'appel, c'est-à-dire que le rôle des parents est d'accompagner leur enfant, pas de se substituer à leur enfant. Alors, je le précise parce qu'on fait aussi du droit, hein, j'agis dans un cadre juridique et légal. Quand vous avez des enfants mineurs, ça peut arriver. Sur Parcoursup, chaque année, il y a des conflits entre les parents et les enfants. Enfin, vous voyez, ça arrive en dehors de Parcoursup, mais ça arrive aussi sur Parcoursup. Les représentants légaux, donc les parents, si jamais ils demandaient à Parcoursup d'avoir les codes d'accès de leur enfant, ils ont le droit de le demander. Moi, je pense que quand même, dans l'essentiel des cas, ça se passe très bien et en confiance entre les enfants et les parents. Et comme vous l'avez dit, Madame Coquelet, c'est bien le dossier de votre enfant, c'est le sien, c'est son avenir dont il décide. Et les parents peuvent renseigner leurs coordonnées de mail ou de portable dans le dossier, de manière à ce que nous puissions les informer en même temps que nous informons leur enfant.
Du coup, je vous laisse continuer avec les quelques règles importantes à retenir, je Oui, crois, sur Parcoursup, Monsieur Teilhard. voilà. Maintenant qu'on a vu le calendrier de Parcoursup, maintenant qu'on a vu à peu près les informations que nous vous allons donner pour choisir, maintenant que vous avez vu quelles sont les formations qui sont sur Parcoursup, eh bien, la question des vœux. Vous pouvez faire jusqu'à 10 vœux pour des formations sous statut étudiant et 10 vœux supplémentaires pour des formations en apprentissage. Ce sont deux paniers de vœux étanches, distincts. Vous avez la possibilité pour les formations qui sont dites sélectives de faire des sous-vœux. Qu'est-ce qu'un sous-vœu? Un sous-vœu, ça vous permet finalement de démultiplier vos candidatures sans entamer votre panier de vœux. Je vais vous donner deux exemples concrets, comme ça, parce qu'il n'y a rien de tel que d'être concret. Vous voulez faire un vœu sur les classes préparatoires scientifiques qui s'appellent MPSI. Eh bien, le fait de faire un vœu sur MPSI, ça vous fait un vœu et vous pouvez choisir jusqu'à 10 lycées différents qui vous proposent cette même formation, 10 lycées sur le territoire. Vous voulez faire, vous êtes intéressé par ce qu'on appelle les IFSI, ce sont les instituts de formation en soins infirmiers. Eh bien, vous pouvez faire jusqu'à 5 vœux en IFSI et démultiplier, c'est des vœux de groupements régionaux d'IFSI, et ensuite vous pouvez répartir entre tel ou tel établissement. Par exemple, j'en connais dans le Limousin, il y a un IFSI à Ussel, et puis il y en a d'autres autour. Eh bien, c'est vous qui choisissez. En tout cas, nous reviendrons dans la deuxième séquence que nous avons prévue au mois de janvier, précisément sur toutes ces règles de vœux ou de sous-vœux. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'il y a un compteur dans Parcoursup qui vous permet de savoir exactement où vous en êtes dans votre panier de vœux. Les vœux, règle très importante, sont formulés librement par les candidats. Il n'y a pas de classement par ordre de priorité à faire. C'est souvent quelque chose que j'entends parce que les parents ont entendu ça quelque part qu'il fallait classer ses vœux. Non, ça n'est pas le cas. Dans la phase de candidature, vous ne classez pas vos vœux, vous faites des vœux librement. Et pour chaque vœu formulé, on apportera une réponse à compter du 2 juin 2025. La date de formulation des vœux n'est pas prise en compte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on ouvre les inscriptions et la formulation des vœux à partir du 15 janvier, il n'y a pas besoin de se précipiter. Finalement, excusez-moi, décidément. Ce que nous retraignons, nous, c'est la date du 13 mars, 23h59. Rassurez-vous, elle sera affichée en gros tout à l'heure. C'est la date limite pour formuler des vœux. Et moi, je ferai une photographie de votre panier de vœux à la dernière date. Alors, il faut à la fois, il n'y a pas besoin de se précipiter. C'est pas parce qu'on fait ses vœux le 15 janvier qu'on sera davantage pris, mais en même temps, il faut le faire de manière, comment dire, intelligente. Ça ne sert à rien d'attendre les dernières minutes pour faire ses vœux. C'est une occasion de stress. Donc, trouvez chacun votre rythme. Chaque formation n'a connaissance que des vœux formulés pour elle. C'est très important. Les formations n'ont pas connaissance des autres vœux que vous allez formuler. C'est votre propriété personnelle et nous ne la communiquons à personne. Et puis, un élément que je signale, deux éléments plutôt. Souvent, les parents ou des lycéens me disent: oui, mais alors j'ai une vraie angoisse sur Parcoursup, c'est imaginons que je reçois une proposition sur un vœu, puis en fait, il y en a une autre que je préfère, mais est-ce que quand je vais choisir d'accepter la première, ça annule toutes les autres ou c'est un choix définitif? La réponse est non. Sur Parcoursup, vous pouvez faire des choix différents successivement dans le temps. Je vous donne un exemple très concret. Vous avez formulé 3 vœux. Le premier jour, vous recevez une réponse sur le vœu numéro 3 et vous vous dites, et pour les vœux numéro 1 et 2, vous êtes en attente, c'est-à-dire il y a d'autres personnes qui ont eu des propositions, vous êtes sur la liste d'attente. Eh bien, vous avez le droit d'accepter le vœu numéro 3 et de garder en attente les vœux numéro 2 et 1. Ça, c'est un droit que vous avez sur Parcoursup. Nous vous le garantissons. Et à travers le site d'entraînement, j'ai évoqué un site d'entraînement tout à l'heure, vous pourrez tester vous-même la manière dont ça fonctionne. Et vous verrez, il n'y a pas de piège. On vous pose la question de manière systématique, c'est vous qui choisissez toujours. Un petit focus, entre le 6 juin et le 10 juin, on a dit la phase d'admission principale, elle démarrera le 2 juin, et entre le 6 et le 10 juin, nous vous demanderons, lorsque vous avez gardé des vœux en attente, là, de les classer par ordre de priorité. Mais uniquement une fois que vous aurez eu toutes vos réponses. L'objectif, c'est quoi? Accélérer le rythme d'envoi des propositions pour augmenter la part des lycéens qui reçoivent au moins une proposition avant les épreuves écrites du baccalauréat. Ça sera le baccalauréat à partir du 16 juin pour les lycéens généraux et technologiques. Et je le précise d'ailleurs, lorsqu'il y a des délais à respecter pour répondre, eh bien, nous suspendrons les délais de réponse pendant le temps des épreuves écrites, de manière à ce que vos enfants puissent se concentrer sur ce moment important des épreuves écrites de baccalauréat. Si on passe à la slide suivante, une date à retenir en gros,
le jeudi 13 mars 2025. Et je l'ai dit tout à l'heure, à partir de la semaine prochaine, nous vous proposerons de pouvoir incrémenter directement à travers un petit module dans Parcoursup tout le calendrier de Parcoursup directement dans votre agenda Outlook ou autre. Donc voilà, jeudi 13 mars 2025, 23h59, heure de Paris. On le précise parce que il y a des candidats de partout dans le monde qui candidatent sur Parcoursup et je pense en particulier aux candidats des lycées français à l'étranger que je salue. Slide suivante. Vous m'avez, je crois, posé la question tout à l'heure, Madame Coquelet, qu'est-ce qu'il y a dans un dossier Parcoursup? Ça, c'est un moment important. Alors, je vais commencer par ce qui est toujours le plus important, c'est ce qui est à droite, c'est la question des notes. J'oublie jamais qu'on est en France, donc voilà, les notes, c'est important. Nous prenons les notes de l'année de première et de terminale, bulletins scolaires et notes des épreuves anticipées de français, évidemment en première, mais même celles aussi du contrôle continu du baccalauréat pour les lycéens généraux et technologiques. Et pour l'année de terminale, bulletins scolaires des premiers et deuxième trimestres ou du premier semestre si votre lycée est organisé en semestre. Pour vous donner une petite information, c'est 40 millions de notes que nous remontons dans les dossiers Parcoursup pour à peu près 1 million de candidats. Des informations sur votre parcours spécifique également. Nous le savons, lorsque vous êtes inscrit dans un parcours en section européenne ou binationale, dans un bac français international, cette information nous remonte et nous la donnons à voir aux candidats, nous la donnons à voir aux formations du supérieur. Si vous avez participé à une cordée de la réussite pour laquelle certaines formations accordent un intérêt particulier, là aussi, cette information nous remontera dans votre lycée et nous pourrons la prendre en compte. Enfin, nouveauté de cette année, les élèves de terminale se sont engagés dans la certification des compétences numériques, ce qu'on appelle PIX. Eh bien, nous remonterons cette année toutes les certifications des lycéens de terminale qu'ils auront obtenues directement depuis un groupement qui récupère toutes les certifications PIX et ça sera valorisé dans le dossier. Et puis, il y a des rubriques qui sont soit celles produites par le candidat, soit produites par le lycée lui-même. Rubrique activité de centre d'intérêt, une rubrique qui est facultative mais qui permet à votre enfant de mettre en valeur des compétences, des expériences, des engagements associatifs, sportifs. Vous parlez une langue étrangère à la maison que vous n'avez pas appris à l'école, c'est l'occasion de le valoriser si ça a du sens. Votre enfant a fait un stage en seconde qui lui a donné le goût d'un métier, qui lui donne le goût d'une formation, vous pouvez le valoriser. La lettre de motivation. Alors, je sais, il y a un grand sujet de débat autour de la lettre de motivation. Je voudrais rassurer tout de suite. Elle n'est pas obligatoire de manière systématique. Elle n'est obligatoire que si la formation le demande. Et comment savoir si c'est obligatoire ou pas? Eh bien, dès lors que vous aurez fait un vœu dans une formation, Parcoursup, vous aurez dans votre dossier Parcoursup, en fait, votre forme de to-do list, tous les éléments que vous devrez rassembler. Et tant que vous n'aurez pas rassemblé tous les éléments, vous ne pourrez pas ce qu'on appelle confirmer, compléter votre dossier et confirmer vos vœux. Il faut que vous ayez fait cette lettre de motivation si elle est demandée. Là aussi, rassurez-vous, dès maintenant, nous affichons sur le site, sur l'espace ressources du site parcoursup.gouv.fr, des petites fiches qui sont faites à la fois pour les enseignants et pour les lycéens sur qu'est-ce qu'on met dans une lettre de motivation, qu'est-ce qui est intéressant. Et je voudrais rassurer tout le monde pour pas qu'il y ait d'angoisse. Ce n'est pas un exercice théorique, ce n'est pas une dissertation, ce n'est pas un exercice ChatGPT qu'on demande. Ce que les enseignants du supérieur demandent, c'est un exercice concret, un exercice personnel qui vient donner une forme de motivation, qui explique avec parler simplement. Et voilà, donc je crois qu'il faut être très simple. C'est 1500 caractères, donc ça fait allez, 2 ou 3 gros paragraphes. Voilà pour ce qui concerne. Les pièces spécifiques ou formulaires. Pour certaines formations, si vous faites des vœux, vous verrez qu'il y a des pièces à remonter. Par exemple, si vous êtes intéressé par une licence de droit, vous devrez passer un petit questionnaire d'auto-évaluation qui ne sera pas utilisé pour l'examen des candidatures, mais simplement, c'est une manière que les doyens de droit ont décidé, de manière à s'assurer que vous avez bien compris ce que c'est que la licence de droit. Si vous voulez être intéressé, par exemple, par des formations diplôme des métiers d'art et du design, vous devrez téléverser dans Parcoursup une petite production qui exprime votre créativité artistique en quelque sorte. Et puis, dernier élément, la fiche à venir, je m'y arrête un peu. La fiche à venir, elle est renseignée par les enseignants du lycée, professeurs qui renseignent des éléments disciplinaires, professeurs principaux et proviseurs, et le proviseur donnera un avis sur la capacité à réussir pour chacun des vœux, de manière distincte. Je le précise, cette fiche à venir
vous n'aurez pas accès aux appréciations des enseignants de votre lycée avant le début du mois de juin. L'objectif, c'est quoi? C'est d'éviter qu'il y ait une forme de pression amicale, évidemment, de tous les parents sur le proviseur pour dire mettez un plus au vœu de mon fils. Vous voyez à peu près ce que ça peut donner. Donc, faites confiance à vos enseignants. Moi, ça fait 8 ans que je suis chef de Parcoursup. Je n'ai jamais vu de situation dans laquelle ce que l'on découvre des appréciations des enseignants soit distinct de ce qu'on savait déjà, de ce qui s'était dit en conseil des classes, de ce qui s'était dit dans des relations particulières et bilatérales que vous avez avec les enseignants ou le proviseur de votre lycée. Donc voilà les éléments transmis aux formations du supérieur. Date à retenir pour compléter son dossier si on passe à la slide suivante, le 2 avril 2025, voilà, c'est la prochaine date. Ça veut dire quoi très concrètement cet enchaînement de dates entre le 13 mars? Ça veut dire que, je vais prendre un exemple très concret, je veux faire une licence de droit à l'université à Amiens, je crois qu'elle s'appelle Jules Verne, l'université en Picardie. Eh bien, si je veux faire un vœu pour l'université, la licence de droit à l'université Jules Verne, je dois l'avoir fait avant le 13 mars. Ça veut dire que le 14 mars, je ne peux plus faire de vœu. C'est très clair et je ne fais pas de troc. Deuxième chose, si vous avez pour le dossier de droit, imaginons que la licence de droit, non seulement vous avez l'attestation que j'ai évoquée tout à l'heure, et puis elle a demandé une lettre de motivation. Ça veut dire que vous avez jusqu'au 2 avril pour faire cette attestation, donc passez le questionnaire, vous avez jusqu'à 2 avril pour faire votre lettre de motivation. Rassurez-vous, une semaine avant le 2 avril, disons à la fin mars, j'écrirai à chaque candidat et donc à chaque parent, si vous avez renseigné vos coordonnées dans le dossier de votre enfant, j'écrirai à chaque candidat pour lui dire voilà ce qu'il vous reste à faire pour confirmer vos vœux. Règle évidemment, c'est pour ça qu'il y a une limite. Un vœu qui n'est pas confirmé le mercredi 2 avril à 23h59, avant 23h59, attendez pas le dernier moment pour le faire, un vœu qui n'est pas confirmé à cette échéance n'est un vœu qui n'existera plus. Il ne sera pas transmis aux formations d'accueil et donc ne sera pas examiné et donc ne donnera pas lieu à une réponse. Voilà le principe. Rassurez-vous, si vous n'avez pas tout noté, tous ces éléments-là, on les décrira en détail pendant 2 heures à la fin du mois de janvier, quand on a notre rendez-vous, notre deuxième rendez-vous de l'année. Un petit focus sur la slide suivante avec ce qu'on appelle la phase d'admission. Ah, donc il y avait des questions. Alors, on prend des questions. Merci à vous. Du coup, là, il y a une question qui revient sur la filière professionnelle. En fait, savoir si les élèves de la filière professionnelle sont concernés par Parcoursup. Absolument. Absolument. Donc, tous les lycéens de France sont concernés. Parcoursup est la voie exclusive d'accès pour eux, pour l'enseignement post-bac, pour les formations qui sont sur Parcoursup. Évidemment, s'ils veulent aller dans des formations qui sont sur Parcoursup, ça les regarde. Moi, j'attire juste l'attention des parents sur la vigilance à avoir lorsqu'il s'agit de formations hors de Parcoursup. Parfois, vous savez, on vous vend du rêve en vous disant oh, mais non, mais comme ça, vous éviterez l'angoisse de Parcoursup. Disons que derrière l'absence d'angoisse, il y a aussi une forme de demande financière. Faut pas se leurrer. Euh, Tous les lycéens, l'an dernier, pour donner une illustration, il y avait 645 000 lycéens inscrits et il y avait, je crois que c'était près de 100 000 lycéens professionnels qui étaient candidats sur Parcoursup. Et ils doivent aller sur Parcoursup parce qu'on y retrouve les formations dans lesquelles ils réussissent. Ce sont les BTS. C'est là où ils ont le meilleure chance de réussite. Et pour le dire, parce que je profite de votre question pour aller jusqu'au bout, je déroule ma pelote, il y a des priorités d'accès pour les bacheliers professionnels dans les BTS. Donc vraiment, c'est une opportunité. Après, peut-être que votre enfant en terminale cette année va plutôt vouloir s'orienter vers une insertion directe dans l'emploi parce que son diplôme professionnel le lui permet. Et évidemment, il a le choix. Et puis, s'il veut revenir dans 2 ans sur Parcoursup, il aura toujours le choix de le faire. Mais en tout cas, cette année, s'il souhaite aller sur des formations post-bac, qu'elles soient en apprentissage ou sous statut étudiant, c'est sur Parcoursup que ça se passe. Et est-ce qu'il en est de même pour les mentions complémentaires des bacs professionnels? Est-ce qu'elles Elles sont sont sur concernées aussi par Parcoursup. les... Elles sont sur Parcoursup. Alors, elles ne s'appellent plus des mentions complémentaires. Depuis cette année, elles s'appellent des certificats de spécialisation. Donc, les CS, son petit nom. Et vous les retrouvez toutes sur Parcoursup. Parfait. Et une autre question aussi sur justement les formations à l'étranger. Donc, nous sommes d'accord que du coup, ces formations n'apparaissent pas sur Parcoursup. Oui,
pense qu'on est C'est d'accord, hein. extrêmement marginal, c'est-à-dire D'ailleurs, il suffit que vous allez regarder sur le moteur de recherche, vous le verrez par vous-même, il y a parfois des formations. Je sais qu'il y a je crois, il y a deux, trois formations qui se trouvent au Maroc, je crois. Vous en avez eu deux ou trois en Espagne et puis vous en avez en Angleterre. C'est parce que souvent, c'est des partenariats entre un établissement implanté en France qui a un partenariat avec un établissement à l'étranger. Je pense notamment à l'Université Dauphine à Paris qui a des partenariats avec Londres ou avec Madrid. Voilà. Mais c'est extrêmement rare. L'offre de formation à l'étranger, elle n'est pas présente sur Parcoursup. C'est toute l'offre, mais y compris l'offre dans les Outre-mer, évidemment, France au sens le plus général du terme. Merci beaucoup. Et justement, alors si nous avons un élève qui souhaite partir à l'étranger, ça ne fonctionne pas comme il voulait, est-ce qu'on peut considérer que c'est une année de césure? Et dans ces cas-là, comment réintégrer Parcoursup pour sa reprise Alors, d'études en France? c'est une très bonne question et où je vais distinguer deux termes. Parce que le mot césure est un mot un peu polymorphe et il y a trop d'acceptations différentes. Il y a ce qu'on appelle l'année sabbatique. Je vais dire ça d'une manière générale, et pas péjoratif. C'est votre enfant décide après le baccalauréat de partir une année à l'étranger, voilà, en dehors d'un cadre d'études, mais il fait une année à l'étranger. Ça, c'est pas une césure, c'est plutôt une année sabbatique. Évidemment, il peut revenir l'année suivante sur Parcoursup pour y formuler des vœux. Dans ce cas-là, il sera plus considéré comme un lycéen, il sera considéré comme quelqu'un qui vient faire ça de reprise d'études en quelque sorte. Et ce qui sera important pour lui, c'est de valoriser ce qu'il a fait pendant un an. Qu'est-ce qu'il a appris? Et là, vraiment, il y aura une fiche qu'on appelle une fiche de suivi. J'y reviendrai quand on se verra au mois de janvier, qui est précisément faite pour décrire finalement quel est le sens d'un projet de reprise d'études, d'orientation à la suite d'un parcours. Et puis, il y a une deuxième situation qui est la césure, qui a un sens d'un point de vue juridique, c'est vous faites Parcoursup, vous décidez d'aller dans une formation, mais simplement vous avez répondu à une question de Parcoursup en disant est-ce que vous êtes intéressé par une césure? Évidemment, cette information, je ne la donne pas aux établissements au moment où ils examinent votre dossier, mais au moment où vous allez vous inscrire, je dis à l'établissement, ben, il y a le jeune, je ne sais pas, on va l'appeler Léonard. Le jeune Léonard, il a envie de faire une césure. Et ça sera à lui de présenter son projet de césure, de signer une convention avec l'établissement. Et qu'est-ce que ça change sur le fond? Et c'est là où c'est important. C'est qu'à ce moment-là, Léonard, il sera considéré comme un étudiant. Il pourra, le cas échéant, prétendre au droit à la protection sociale des étudiants et puis au droit aux bourses, le cas échéant. Et puis surtout, la place que Léonard ne va pas occuper parce qu'il part en césure, elle sera gardée au chaud. Quand à la suite de sa césure, il revient, à ce moment-là, il pourra rentrer dans la formation directement sans passer sur Parcoursup. C'était ça que je voulais apporter comme élément de précision. D'où la distinction entre l'année sabbatique, enfin, si vous avez un meilleur mot, dites-le moi, et puis la césure. Mais voilà, c'est deux choses différentes. Dans un cas, on peut venir sur Parcoursup. Dans l'autre cas, on n'a même plus besoin de revenir sur Parcoursup. La place a été gardée au chaud. Bah, écoutez, merci beaucoup et je crois qu'on va passer maintenant à la dernière phase de Parcoursup où vous allez nous donner quelques conseils sur Voilà. cette phase. Alors d'abord, un petit focus, mais que pour vous l'ayez pour vous, parce que les collègues de l'appel vous enverront, mais pour l'instant, c'est encore assez loin. La phase principale d'admission se déroulera entre le lundi 2 juin et le jeudi 10 juillet. Dans cette phase-là, c'est tout simple, vous recevez des réponses et vous décidez de ce que vous souhaitez faire. Je le précise parce que vous voyez à droite sur l'écran, parce que vous ne m'avez pas encore posé la question, mais qu'est-ce qui se passe quand je n'ai pas eu de proposition, que j'ai rien eu? Évidemment, ça peut arriver, je ne vais pas vous dire l'inverse, mais ça arrive de manière plus limitée qu'on ne le croit. Et nous avons des dispositifs pour ces jeunes dans cette situation. Un, vous le voyez en bas à gauche, début de la phase complémentaire à partir du 11 juin. La phase complémentaire, c'est quoi? C'est quand des formations ont épuisé leur liste d'attente de candidats et ont encore des places disponibles. Eh bien, elles les proposent sur Parcoursup et on peut formuler à ce moment-là des nouveaux vœux pour des formations qu'on n'avait peut-être pas forcément identifiées au départ. Et puis, deuxième situation, à partir du 1er juillet, quand un lycéen n'aura pas eu de proposition, eh bien, il pourra solliciter l'accompagnement de l'académie, ce qu'on appelle la KS, la Commission d'accès à l'enseignement supérieur. Je le précise, à ce moment-là, il recevra un message, d'où l'importance pour les parents d'avoir mis leurs coordonnées. Excusez-moi, mais j'insiste parce que je crois que c'est important. Et puis, chacun des lycéens, nous les appellerons individuellement pour leur proposer cet accompagnement. Donc voilà, il y a des solutions.
lorsqu'il y a des candidats qui n'ont pas de proposition, nous engageons à les accompagner du mieux que l'on peut. Slide suivante, quelques conseils. On y vient sur Parcoursup. D'abord, prendre connaissance du calendrier. Je vous l'ai dit, on va vous faciliter la tâche. Vous pourrez l'intégrer directement dans votre agenda. Prendre connaissance des modalités de fonctionnement de la plateforme, vidéo tuto, utiliser les outils Parcoursup pour échanger, où vous exercez quiz, règles d'or, fac, site d'entraînement de la phase d'admission. Tout cela vous sera expliqué, vous sera communiqué. Anticipez, n'attendez pas la dernière minute à la fois pour préparer votre projet d'orientation, et y compris pour faire vos vœux. Vous avez la possibilité, d'ailleurs, je le dis, d'ouvrir un compte sur Parcoursup. Il y a sans doute des parents qui ont des enfants en première ou en seconde. On peut se créer un compte sur Parcoursup dès maintenant. J'ai déjà 193 000 élèves qui ont fait le pas, qui ont sauté le pas et qui se sont créés un compte pour se créer des favoris progressivement et cheminer avec un peu plus de temps que l'élève qui est en terminale. Faites des vœux pour des formations qui vous intéressent. Ça vous paraît un petit peu absurde cette phrase-là. Croyez-moi, ça a du sens. Un vœu pour une formation qui ne vous intéresse pas, ça ne sert à rien. Et puis surtout, faites des vœux pour les formations qui vous intéressent. Je veux dire, ne vous auto-censurez pas. Osez, j'allais dire. Vous vous rappelez, il y avait un moment, c'était un grand mot à la mode, oser. C'est le moment. Enfin, je veux dire, vos enfants ont 18 ans, 17 ans, 18 ans. C'est le moment d'être ambitieux. Pensez aussi à diversifier vos vœux. Évitez surtout de ne formuler qu'un seul vœu. Chaque année, moi, j'ai presque 10 000 candidats qui formulent qu'un vœu. C'est une très grande prise de risque. Et je le précise pour les parents parce que, évidemment, au mois de mars, vous vous rappelez, j'ai dit que la fin des formulations des vœux, c'est le 13 mars. Eh bien, la semaine d'avant, moi, j'ouvrirai le capot de Parcoursup et on écrira individuellement à chaque enfant qui n'a fait qu'un seul vœu pour l'inciter à en faire d'autres, pour éviter qu'il se retrouve dans cette situation de prise de risque. Ne restez pas seul avec vos questions, c'est trop dommage. Échangez au sein de votre lycée avec professeurs principaux, professionnels de l'orientation, profitez des rencontres avec étudiants et enseignants du supérieur. La plateforme vous dit beaucoup de choses, elle ne pourra jamais tout vous dire. Et elle ne remplacera jamais ce contact humain qui permet de se conforter, de se confirmer, ou alors de se dire vraiment cette formation, j'en avais une vision idyllique, c'est pas du tout ce que je veux faire. Voilà. Prenez ce temps-là, je sais que c'est très contraignant, mais voilà. Dernier point, préparez-vous pour la phase d'admission. En fait, la phase d'admission, ce que je veux dire par là, c'est que ça va très vite. Il faut répondre aux propositions. Alors préparez-vous à faire un choix. Il faudra que la semaine avant, et ça tombe bien, je crois qu'on se voit dans la dernière semaine du mois de mai, peut-être le lundi 26, le 27 ou le 28, je ne sais plus, vous allez me donner une anti-sèche. En tout cas, on se voit dans la dernière semaine, tous ensemble de mai, pour se préparer à la phase d'admission. Et moi, ce que je veux vous dire, voilà, il faut se préparer avant en disant, si je reçois ça, qu'est-ce que je vais dire? Si je reçois ça ou ça, qu'est-ce que je vais choisir? Et puis, un message qui me tient, moi, à cœur, Parcoursup, ça n'est qu'une première étape. Il y a chaque année la possibilité de se réorienter. Il y a 169 000 étudiants qui se sont réorientés l'an dernier sur Parcoursup. Et puis, Parcoursup n'est pas le dernier choix de la vie. Vous savez, moi, j'ai commencé par une licence d'histoire et puis j'ai fait une licence de droit. Je suis arrivé au ministère de l'Intérieur et maintenant je suis au ministère de l'Enseignement supérieur. Autant vous dire qu'il n'y a rien de rectiligne dans mon parcours, mais je ne pense pas être une exception. Je pense qu'il y a beaucoup de situations. Donc, ne mettez pas ou ne laissez pas votre enfant se mettre dans la tête que le seul choix de sa vie, c'est sur Parcoursup. Il faut relativiser ça. Voilà, j'espère que vous serez plus serein, même si pour l'instant vous vous êtes dit, ah ouais, mais il dit ça, mais en fait, il faut d'abord faire cette école si on veut ensuite faire ceci. Croyez-moi, il y a plein de passerelles dans la vie et je suis sûr que chacun d'entre vous en est le témoignage concret. Avant-dernière slide. Quelques éléments importants pour se rappeler, des services pour vous aider à répondre à vos questions, un numéro vert 0800 400 070, des collègues extrêmement dévoués qui sont la voix de Parcoursup en quelque sorte. Ils sont ouverts toute l'année et à partir évidemment du 15 janvier, ils seront mobilisés pour vous répondre aux questions de procédure. Mais vous pouvez aussi les appeler pour répondre à des questions liées à l'orientation. Je précise, il y a ce numéro vert est accessible depuis l'étranger. Il y a des numéros spécifiques pour les Outre-mer pour tenir compte, évidemment, des décalages horaires. Ce service est aussi accessible aux malentendants. C'est une obligation légale et nous la respectons évidemment.
Messagerie contact depuis le dossier Parcoursup, vous verrez, vous connaîtrez très rapidement la messagerie contact pour poser des questions individuelles sur son dossier quand vous avez un blocage, quand vous avez une difficulté avec les professionnels de Parcoursup. Réseaux sociaux de Parcoursup, Instagram, X, anciennement Twitter, Facebook, pour suivre l'actualité de Parcoursup et recevoir des conseils. Et toute nouveauté qu'on mettra en œuvre à partir sans doute la semaine prochaine, nous aurons une chaîne WhatsApp pour permettre d'être informé. Donc, vous pourrez vous y abonner à cette chaîne WhatsApp pour vous donner de l'information et des conseils sur Parcoursup. Ce sera une des nouveautés de cette session 2025 et j'en remercie mes collègues. Des tutos vidéo, des quiz, une FAQ très riche avec cette année un moteur de recherche intégré pour tout retrouver. Évidemment, c'est la première fois sur Parcoursup, alors comme toutes les premières fois, on a plein de questions, c'est légitime, mais vous verrez, souvent, c'est les mêmes questions d'une année sur l'autre. Donc, nous avons une FAQ très riche pour cela. Et puis, un site d'entraînement, je l'ai évoqué plusieurs fois, vous verrez quand vous y aurez accès, c'est très simple de se familiariser avec Parcoursup. Dernière slide, si vous me le permettez. Il faut aussi penser, et c'est souvent ça aussi qui fait l'angoisse, parce que moi, on me dit, ah, mais Parcoursup, c'est angoissant. Mais en fait, ce qui est angoissant, c'est le changement de vie que ça représente. Non seulement on s'était habitué au système scolaire et là, on va dans un autre environnement, mais en plus, on va sans doute changer de vie. Donc, pensez à quelques éléments, à demander des bourses sur critères sociaux. Vous avez là les liens vers les sites Internet qui vous renseignent. Une aide à la mobilité est prévue sur Parcoursup de 500 € pour les lycéens boursiers qui iront étudier dans un établissement hors de leur académie. Pensez à solliciter potentiellement les logements en résidence universitaire. Et puis, je rappelle pour tous qu'il y a une affiliation automatique au régime de sécurité sociale, général de sécurité sociale, et que les élèves peuvent évaluer leur droit à une complémentaire santé solidaire et d'autres prestations depuis lesdroitssociaux.gouv.fr. Voilà. En tout cas, ce point d'attention pour ce qu'est la vie étudiante, qui est évidemment la partie vachement plus sympa de la découverte du passage d'un lycéen aux études supérieures. Il faut là aussi l'avoir en tête parce que Parcoursup, c'est peut-être un peu compliqué maintenant, même si j'ai essayé de le simplifier pour vous et de vous donner quelques codes. Mais surtout, c'est un moment d'un passage à la vie d'adulte pour votre enfant. Donc voilà, prenez cette dimension positive. C'est celle qui doit rester entre nous. Mais écoutez, merci à vous de rendre ça un petit peu plus facile, effectivement. Alors, encore quelques petites questions. Pour les écoles dont l'admission est soumise à concours, comment ça se passe avec Parcoursup? Eh bien, les concours auront lieu, j'allais dire, pendant le temps de Parcoursup. Très concrètement, quand vous ferez, par exemple, je vais prendre un concours des INSA, qui est une école d'ingénieurs, je prends au hasard, eh bien, le concours interviendra entre le moment du mois d'avril et le moment du mois de mai. Euh, c'est à travers Parcoursup que vous vous inscrivez à ce concours. Et à partir du 18 décembre, vous aurez sur la fiche de formation du concours des INSA, il y a une rubrique qui s'appelle modalité de candidature et vous verrez, vous aurez les informations sur ce fameux concours. Ça vaut pour d'autres types de formations qui ont des processus. Mais en tout cas, les concours se passent dans Parcoursup et les réponses aux résultats du concours interviennent le 2 juin, comme on l'a vu au moment. Il n'y a que Parcoursup qui est l'instance officielle de résultats pour tous les concours. Une autre question, est-ce que le fait que la formation soit sur Parcoursup est une garantie de qualité? Et du coup, est-ce qu'elle elle est bien connue par l'État, cette Alors, vous formation? verrez, on l'a vu tout à l'heure. Euh, moi, je vous invite je pense que les collègues de l'appel pourront vous passer le lien avec le petit livret, les bons réflexes. Les formations qui sont sur Parcoursup prennent des engagements auprès du public, auprès des usagers. Il y a une charte Parcoursup. Alors, la question de la qualité est parfois une notion complexe. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des formations qui ont reçu une validation de qualité. La question, c'est est-ce que cet élément de validation, je pense à des formations d'apprentissage, il y a des débats, vous le savez, pour être plus exigeant sur les niveaux de certification qualité. Pour toutes les formations sous statut étudiant, toutes celles qui sont sur Parcoursup, les formations sous statut étudiant, j'insiste, tous leurs diplômes sont validés par l'État. Ce sont des diplômes qui ont fait l'objet soit d'une certification, d'une accréditation, il y a plein de terminologies, mais en tout cas, pour toutes les formations sous statut étudiant, toutes celles qui sont sur Parcoursup, c'est bien une garantie que l'État contrôle les éléments d'appréciation de qualité pédagogique.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Une question sur les classes préparatoires, est-ce qu'elles sont bien disponibles? Est-ce qu'on peut bien s'inscrire sur Parcoursup? Ou est-ce Exactement. qu'elles... Toutes les classes prépa sont possibles sur Parcoursup. Je dis un petit truc parce que j'y pense maintenant, même si on y reviendra au mois de janvier. Dans les classes prépa, il y a des internats. Et on peut tout à fait faire, quand vous choisissez, je prends par exemple le lycée d'Alembert, je suis sûr que quelque part il y a un lycée d'Alembert qui propose une classe prépa, eh bien, vous pouvez faire un sous-vœu avec internat ou sans internat. C'est-à-dire qu'il faut bien penser à cette situation. Évidemment, c'est deux classements différents, puisque le classement en internat, il est d'abord lié à la capacité financière, excusez-moi, capacité financière des parents, votre degré d'éloignement. Mais vous avez bien la possibilité de faire des vœux pour les prépas. Elles sont toutes sur Parcoursup et c'est des vœux avec internat ou sans internat. Merci. Et une question aussi sur les formations en alternance. Si mon enfant veut faire une formation en alternance, mais qu'il ne trouve pas de patron pour la faire, comment faire? Enfin, comment je dois l'inscrire sur Parcoursup? Est-ce que du coup, Alors, c'est enfin, deux vœux différents ou est-ce que c'est une histoire de alors, hiérarchisation de... vous avez raison, ce sont des vœux différents. Les vœux, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a 10 vœux sur les formations sous statut étudiant, il y a 10 vœux supplémentaires pour l'apprentissage. C'est étanche, c'est deux catégories de vœux différents. Il ne peut y avoir de proposition d'admission en apprentissage que si vous avez signé un contrat. Voilà, c'est clair, il n'y a que quand il y a un contrat de signé qu'il y a une proposition d'admission pour le candidat. Moi, ce que je vous incite à faire, pour ceux qui ont un projet de faire des vœux en apprentissage, c'est de regarder. Il est bien possible que dans le même établissement, par exemple, vous voulez faire un BTS commerce international, eh bien, dans le même lycée, vous pouvez très bien avoir la formation proposée sous statut étudiant et la formation proposée en apprentissage. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est ces deux vœux. Et puis, le jour où finalement vous avez une réponse sur la formation sous statut étudiant, à partir du 2 juin, eh bien, mon conseil, c'est acceptez-la. Comme ça vous ménage une sécurité, au moins une place pour la rentrée. Et puis, pendant ce temps-là, vous continuez de rechercher finalement un employeur. J'y insiste, mais là, on y reviendra aussi en janvier. Pour les formations en apprentissage, le centre de formation d'apprentis a une mission légale d'accompagner votre enfant à trouver un employeur. Vous pourrez retrouver enfin sur le site parcoursup.gouv.fr, je crois que c'est dans la rubrique Trouver une formation, il y a une petite page dédiée sur les formations en alternance. FR. Je tiens à remercier encore vraiment chaleureusement Monsieur Jérôme Teilhard qui nous donne précieusement de son temps. Je voudrais aussi remercier les élus et les salariés de l'appel national qui ont pu rendre ce moment possible, parce qu'effectivement, c'est beaucoup de technique derrière. Donc, merci à tout le monde. Et je souhaite à chacun d'entre vous un très joyeux Noël et de belles fêtes de fin d'année. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver en début de l'année prochaine.